le terme complexité, que la notion de complexité est arrivée. Voilà, je m'inscris dans cette filiation intellectuelle-là, avec, en intégrant ce qui émerge de plus en plus ces dernières années, et dont je vais vous parler, la conscience, les notions de conscience et science, et ce qui refait son apparition dans nos vies personnelles, mais aussi dans nos vies professionnelles, c'est la question du mystère et du sens de la vie. La question de la vie se repose à nous. Et je vais vous proposer voilà, de vous dire comment et en quoi, en tout cas, c'est ma vision. Elle est bien sûr subjective à travers 4 thèmes. Un, des définitions générales sur la notion de reliance. Ensuite, évoquer les différents niveaux de reliance, parce que la reliance est partout, et de vous parler de la reliance à soi, celle qui m'intéresse, et reliance et transformation collective. Alors là, les visuels que j'ai faits, peut-être qu'il y en a trop, Eric, et merci de m'arrêter, de me stopper dans mon élan et de me dire, bon, Laurence, c'est bon, là, on s'arrête et on partage. Je suis un peu comme avec vous. Vous savez, quand on part en voyage, on fait sa valise et puis on ne sait pas s'il faut mettre beaucoup ou pas beaucoup. Voilà, je crains d'en avoir mis trop dans ma valise de visuels, mais auquel cas, voilà, je ne les présenterai pas tous. Et merci Eric, merci d'avance. Ce que je vais vous dire est inclus dans mon dernier livre, Oser l'invisible, aux véritables sources de la performance durable, quelque part, hein, en tout cas, je m'appuie sur ce que j'ai écrit dans ce livre. Et en fait, Oser l'invisible, j'y réfléchissais, Pascal, ça aurait pu s'appeler là, et de manière opportuniste, certes, Oser la reliance, parce que la reliance est de l'ordre de l'invisible. Et c'est ça que on va essayer d'éclairer ensemble. Et ça marche aussi, oser la reliance aux véritables sources de la performance durable. Oui, je fais partie des personnes qui sont convaincues que c'est dans cet invisible, dans cette reliance, qu'il y a des sources de performance. Allez, je passe directement aux définitions éclairage. Alors, c'est un mot qui est de plus en plus utilisé, le mot reliance, mais en réalité, quand on l'utilise sur Word, le mot n'existe pas. Il n'est pas encore intégré à nos codes universels sur le numérique. Mais il est néanmoins dans le dictionnaire, bien sûr. Il existe dans le dictionnaire, il a été intégré. C'est un terme de sociologie qui signifie acte de relier, de créer des liens, et au départ, entre les personnes ou des systèmes, entre des personnes, relations interpersonnelles, ou entre des personnes et des systèmes. Bref, ça touche les relations personnelles. En termes d'origine et d'étymologie, merci Eric, parce que Eric m'a corrigé une faute 5 minutes avant, c'est bien tout rely en anglais, s'appuyer sur, faire confiance, il y avait une erreur. Donc il y a la notion de confiance, si on dit le mot vient de l'anglais, et il y a une notion de religare, lier, relier, donc être ensemble, si on prend l'étymologie latine. Et si on mélange les deux, c'est être lié dans la confiance. Donc, quelque part, pour reprendre le titre que tu as choisi, Pascal, oui, reliance et bienveillance, ça résonne bien ensemble, si on mixe ces deux étymologies. Et c'est un concept qui date de 1963, pour indiquer alors un besoin psychosocial d'information, de reliance par rapport à l'isolement. Au début, c'était un terme plus froid, hein, c'était dans une sociologie qui devenait humaine, humaniste, mais plus distant, le sociologue observateur. Aujourd'hui, on parle de reliance beaucoup plus de l'intérieur dans l'aspect vibration. C'est aussi un terme, et c'est en cela qu'il m'a interpellée et plu, c'est aussi un terme de la pensée complexe, c'est un mot du vocabulaire de la pensée complexe, comme il y en a d'autres, interaction, désaccord fécond, force antagoniste et complémentaire, tout ça sont des expressions qui ont été développées, vulgarisées par Edgar Morin, pas que lui, mais beaucoup par lui, dans sa pensée complexe. Edgar qui, en juillet, aura 100 ans. Voilà, donc une pensée pour Edgar Morin, qui pour moi, a été un grand inspirateur, et qui continue à tweeter avec une acuité intellectuelle et une réactivité par rapport à l'actualité qui n'a pas d'âge. Voilà, donc la reliance, c'est un mot de la pensée complexe, et j'ai mis la citation suivante en vert parce que je la trouvais très sympa. Elle date de 95. Edgar Morin discute avec un sociologue belge, et il dit: il y a des mots qui entrent dans un vocabulaire épisodiquement, voire par effraction. Puis on se dit: tiens, voilà un mot qui me convient bien, c'est comme un virus.
Une fois qu'ils sont entrés, qu'ils trouvent le chemin favorable, ils se multiplient. C'est ce qui s'est passé pour moi avec le mot reliance. Il me vient de plus en plus souvent en bouche ou sous la plume, ce qui signifie qu'il a trouvé un terrain favorable et se multiplie. Cette notion de reliance, j'en avais besoin. Cela me paraît de plus en plus évident. Et je trouve voilà, ça dit plein de choses. C'est la vie, c'est comment les choses sont fécondées, pollinisées, et comment notre vocabulaire, notre sémantique elle-même s'enrichit. Voilà comment elle s'est enrichie du mot reliance. Et ce mot reliance est beaucoup utilisé dans tous les milieux qui travaillent sur le lien. Ça va être tous les milieux de la thérapie, de la guidance, tous les milieux de la relation d'aide, mais aussi chez tous les consultants ou dans l'aspect management, relations humaines, partout où on travaille sur mettre en lien. Et deux schémas qui sont différents à côté, c'était un clin d'œil. Vous savez ce que c'est en haut? Vous diriez que c'est quoi? Peut-être vous le savez. Le visuel d'en haut. Pas de réponse? Bon. Moi, je connais la réponse, alors je ne vais pas la dire. Ah ouais. Et c'est magnifique, hein, on dirait une œuvre d'art. On dirait une œuvre d'art, c'est une cellule humaine. Oui. Mitochondrie. C'est une cellule, alors grossie évidemment, mais c'est les dernières images qu'on peut faire sur une cellule humaine, et c'est d'une telle complexité, et le vivant et la cellule humaine, elle, est une enseignante en termes de reliance. Et c'était un clin d'œil. Nous, ce qu'on fait dans nos organisations professionnelles, c'est qu'avant, on faisait que des tableaux, des matrices simples, et puis maintenant, on essaie de mettre des couleurs, on fait des graphiques, on fait des ronds. Donc, on met quelque part quelque chose de plus souple, de plus en rondeur, voilà. Mais on n'en est pas encore au stade où on arrive à la fluidité et à la reliance du vivant. C'était le clin d'œil. Mais bon, on y va, on essaie de s'en rapprocher. Alors, la reliance, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et Eric, tu me les poses, hein, tu m'interromps. Oui, oui, Un oui. objet d'étude au service de la richesse et de la performance de l'organisation. Alors là, 2 citations pour vous montrer qu'il y a des personnes qui s'intéressent à ce thème-là dans le champ de l'organisation. Là, un extrait d'Annie Bath, le journaliste, qui a été longtemps journaliste, qui a été médiatrice, qui a été longtemps journaliste et qui a travaillé à France Télécom, qui a été manager à France Télécom. Ça, c'est extrait d'un ouvrage, Comment jouer collectif, que j'avais coécrit avec Annie, mais qui explique bien ce qu'est la reliance. Nous avons beau savoir que le tout est plus que la somme des parties, qu'il s'agit d'une société, d'une équipe, d'une famille, d'un corps humain, d'un cerveau, donc confère le vivant de tout à l'heure, cette cellule humaine. Nous avons du mal à réaliser que ce qui fait la vie, la valeur de l'ensemble, ce sont les liens, les interactions transformatrices entre leurs différents éléments. Plus les échanges sont denses, riches, plus l'ensemble est capable d'évoluer. Quand les échanges sont pauvres et se raréfient, le système court à sa perte. Vivre, c'est créer et entretenir les relations, les interactions, donc les reliances. Le changement ne se fait que par l'ajustement, la transformation des relations. Vous allez peut-être me dire que ouais, c'est évident, on le sait, sauf que dans la réalité de nos activités professionnelles, dans la manière de penser nos stratégies, dans la manière de penser nos politiques, c'est quelque part une vérité vitale qu'on a tendance à oublier. Pourquoi on va l'oublier? Parce que d'abord, la reliance, c'est invisible. Parce que la reliance, on va le voir, c'est multidimensionnel. Parce que la reliance, on n'est pas formé pour s'en saisir. Et du coup, on ne l'intègre pas spontanément, il faut être passionné, intéressé ou en faire une priorité pour l'intégrer. Mais sinon, on va pouvoir faire des politiques, des stratégies, des plans d'action sans tenir compte de cette reliance. Il y a d'autres chercheurs, André-Yves Portneuf, qui lui est chercheur en prospective et innovation, un extrait d'une de ses publications, Capital Global. Le capital réel d'une organisation est le résultat des synergies, donc des interactions, des relations, des reliances entre les individus, entre eux et la collectivité, et c'est la qualité de ces interactions qui crée de la valeur. Voilà. Il faut y croire et l'intégrer pour en faire quelque chose, hein. On peut très facilement, dans une organisation classique, passer à côté de ce capital de ce capital de reliance, de ce capital relationnel. Une petite question, Laurence, une petite question liée au contexte actuel, à l'actualité. Est-ce que tu fais un parallèle entre la situation
générée par le Covid, avec toutes ces personnes qui travaillent, qui sont en télétravail, qui sont donc moins reliées les unes aux autres. Quelle est ton appréciation? Est-ce que tu penses qu'il y a davantage de reliance? Il pourrait y en avoir davantage parce que beaucoup ont besoin de se connecter et à côté de ça, on est forcément à distance, hein. Donc, est-ce que Et tu aurais un mot à dire là-dessus? la distance et la séparation, c'est Oui, le contraire de la reliance. Donc oui, ça interroge au niveau global sur la prise en compte de la reliance et du pouvoir de la reliance. Ça nous amènerait trop loin et puis en plus, mon avis serait subjectif. Éric, merci pour la question. Mais oui, bien sûr, pour moi, la reliance, c'est la vie. Aujourd'hui, on a besoin de mettre de la vie dans la vie. La vie, c'est pas juste respirer, être conscient qu'on respire. La vie, c'est aussi autre chose grâce à ce potentiel de reliance et ce qu'on peut en faire. Et cette reliance-là, du fait d'une crise, et on peut dire qu'il y avait des raisons, bien sûr, cette reliance, elle a été mise à mal. En même temps, c'est peut-être pour nous une opportunité de la réinventer, cette reliance, parce que ça nous a obligés à nous questionner sur les liens, l'importance du lien. Enfin, ça a mis la lumière sur quelque chose qui d'un coup disparaissait aussi. Donc, à chaque chose qui est une contrainte, il y a une opportunité qui est le principe du changement, crise et opportunité. Les différents types de reliance, je vais vous demander de considérer de manière arbitraire la pertinence, de manière subjective, la pertinence, a priori, la pertinence de cette matrice. Vous voyez sur l'axe vertical, on a tout ce qui est extérieur, visible, tangible, matériel, objectif, rationnel, ce qui se voit et qu'on voit à l'extérieur. Et en bas, on a l'intériorité, ce qui est invisible, intangible, immatériel, subjectif, sensible. Et sur l'autre axe de la matrice, on a le je et le nous. J'ai imaginé cette matrice pour mettre en lumière les différents types de reliance qu'il y a et puis surtout zoomer sur celle qui m'intéresse moi et dont je vais vous parler après, qui m'intéresse moi, mais pas de manière exclusive, bien sûr. Dans tout ce qui relève à l'intersection de ce qui relève de l'extériorité que l'on voit, qui est tangible, qui est mesurable et du nous, il va y avoir l'organisation. Et l'organisation, les règles, les process sont une forme de reliance et créent de la reliance, une reliance qui va nous satisfaire ou pas nous satisfaire, mais en tout cas, ça génère et ça fait vivre des canaux d'échange. Donc, c'est un type de reliance que l'on connaît. Celle-là, on la connaît assez bien. Alors là, j'ai pris une organisation classique. J'aurais pu prendre un réseau, puisque de plus en plus, ces organigrammes classiques évoluent vers des schémas en réseau. Sur l'axe, sur le cadran, nous, le collectif, donc nous, c'est le collectif, et l'intériorité, on va trouver un système de reliance qui se superpose à cette organisation visible, mais qui est déjà beaucoup plus insaisissable. C'est la culture, avec tout ce qui relève des valeurs, du langage, des normes, des symboles. Eux aussi nous relient. Et voilà, eux aussi nous relient. Donc, deux types de reliance. Ces deux types de reliance, je les mets en évidence. En fait, pour dire, vous êtes tous du monde de l'entreprise et ou des institutions, en tout cas du collectif professionnel. Ces deux types de reliances-là, qui sont des reliances complexes, hein, on sait assez bien les gérer. On va les gérer en réfléchissant à l'organisation et à les schémas, les systèmes, notamment d'information, et on sait à quel point le numérique transforme nos reliances. On va y réfléchir en termes de management, de logique coopérative, de développement de la transversalité, de réseau, de matriciel. Celle-là, on va dire qu'on sait faire. C'est pas facile, hein, mais on sait faire. Là, dans le cadran, ce qui se voit est le jeu. Là, on va être dans ce qui relève de la relation de moi au monde, le jeu-monde, dans l'appartenance, dans la question de la place, du rôle, de la participation au projet collectif. Et là encore, ces dernières années, dans nos organisations professionnelles, nous avons appris à travailler ces reliances, à les affiner avec l'entretien d'appréciation, par exemple, le développement des bilans personnels et professionnels et de plus en plus ces 10 dernières années, le développement du coaching pour que la personne trouve le mieux possible sa place dans l'organisation tout en étant elle-même et dans la richesse de sa spécificité. Vous voyez, donc des reliances, en fait, il y en a partout et elles sont de tous ordres. Celles, et on les connaît, celles-là, vous les connaissez. Et oui, c'est des reliances et il y en a qui peuvent
ce qu'on peut rendre un peu tangible, mesuré, puis d'autres qui nous échappent, qui sont invisibles, qui relèvent de la culture ou des relations interpersonnelles. L'autre type de reliance qu'on voit entrer aujourd'hui dans nos réflexions politiques, managériales, stratégiques et de chemin de vie professionnel, c'est la reliance qui est en bas dans le cadran jeu, intériorité. C'est intérieur et c'est jeu. Et là, vous allez me dire, non, mais cette reliance-là, entre ton intériorité et toi, elle n'a pas à faire, elle n'a rien à faire dans le monde extérieur, dans le monde social. C'est pas si sûr que ça. Alors regardons, c'est le cadran de la quête intérieure, du rapport à la nature, de la philosophie, de la spiritualité. C'est la question de l'ontologie de l'être. Et pour moi, dans mon histoire à moi, c'est le fameux qui suis-je, mais qui est aussi une question totalement universelle. C'est le sens de sa vie et de la vie. Donc, je répète, là, vous pouvez me dire, bon, bah, ça, c'est ton histoire perso, il y a bien une séparation entre le perso et le professionnel. Ouais, sauf que on voit aujourd'hui arriver, y compris dans l'entreprise, y compris dans les grandes institutions administrations, des pratiques qui vont, et donc des pratiques, ça veut dire des prestations et donc des budgets dépensés, qui vont aller travailler sur cette zone-là, qui vont aider la personne à aller chercher des réponses dans cette zone-là. J'en veux pour exemple le coaching holistique, le coaching tout court, mais souvent le coaching est holistique. De plus en plus, la méditation de pleine conscience qui va aller travailler dans cet espace-là. Et on voit là, ma voisine travaille à France Télévisions entre midi et deux, où ils ont ouverts à tout le monde, des ateliers de méditation de pleine conscience. C'est très nouveau et on est bien dans ce cadran-là, travailler cette reliance-là. Et on voit même apparaître dans les entreprises des chamans corporate. J'ai une amie qui se sent suffisamment chamane et qui a fait du conseil pendant des années pour dire je suis chaman corporate, au point d'oser de l'écrire sur sa carte de visite. Cette expression nous vient bien sûr des États-Unis comme beaucoup de choses et de la Silicon Valley en premier. Mais voilà, chaman corporate, et on va bien avec, dans l'accompagnement individuel ou collectif, les chamans corporate, ils vont bien inviter les dirigeants, les équipes de dirigeants, de direction, les managers à travailler sur cette zone-là. Alors là, ce que je vais vous proposer d'aller voir, c'est mais en fait pourquoi on a besoin d'aller dans le cadre de la recherche de performance d'entreprise, pourquoi on a besoin d'aller rechercher aussi profondément la reliance. Est-ce qu'on peut, Laurence, s'arrêter quelques minutes sur ton schéma? Absolument. Et juste pour le terminer, Oui. cette idée, et j'adore cette phrase, Jean Télès, c'est un philosophe qui a beaucoup travaillé avec Edgar Morin, donc un philosophe de la complexité, et qui nous rappelle que le meilleur chemin pour accéder à la complexité du monde est d'accéder à notre propre complexité. C'est une des réponses pour lesquelles, à la question pourquoi est-ce qu'il faudrait aller travailler sur cet espace intérieur. Parce que plus j'accède à ma complexité, plus j'en comprends la relativité, la subtilité, mais aussi la force et la puissance, plus je vais regarder le monde autrement avec ces nouvelles grilles de lecture qui vont être des grilles complexes, relatives, mais aussi révélatrices de puissance. J'élargis mon champ de vision. Oui, Eric, voilà, je m'arrête là pour cette partie. Merci. Voilà, non, merci Laurent, c'est tout à fait intéressant. Ton schéma est très, très, très parlant, mais en même temps, comme tout schéma, c'est un peu, ça simplifie les choses. Et je pense qu'on est dans, comme tu le disais tout à l'heure, on est dans la complexité. Et ce que je trouve très, très intéressant, c'est qu'on peut avoir une lecture un petit peu fractale des choses. C'est-à-dire que quand tu parles de culture, et que tu mets ça dans le cadran en bas à droite, intériorité, on pourrait aussi dire il y a la culture d'entreprise, hein, qui pourrait aller aussi dans le cadran en haut à droite. Et de la même façon, quand on parle de quête intérieure, de rapport, enfin de philosophie, de spiritualité, de plus en plus les entreprises cherchent un peu leur raison d'être, cherchent Absolument. on a de plus en plus des entreprises à mission, enfin bon, qui cherchent un impact, qui sont engagées. Donc, je pense que le schéma pourrait aussi avoir une lecture un petit peu en relief également, hein, c'est-à-dire pas uniquement à plat, mais avec des choses qui s'emboîtent les unes dans les autres. Voilà, c'est juste une remarque. Donc,
Donc voilà, je te pose la question, comment tu… Non, mais je suis complètement d'accord. Dans la réalité, là, c'était pour les besoins de la clarification de mon propos, mais dans la réalité, ces différents niveaux sont totalement intriqués les uns dans les autres. Et pour moi, dans mon langage à moi, c'est comment le visible, l'invisible s'invite dans le visible et comment on révèle à nous-mêmes l'invisible, quel que soit le cadran ou l'endroit où est l'invisible. Les relations dans l'organisation et tous les schémas psychologiques qu'il y a derrière nos organigrammes, ils sont de l'ordre de l'invisible et ils vont fortement nous influencer. Tout ce Mmh. qui est langage, normes, symboles, ça va fortement nous influencer. Donc, quels moyens on se donne pour aller révéler cet invisible-là, et plutôt que de le laisser de se laisser embarquer dedans, c'est-à-dire je me laisse embarquer dans une culture et je ne vois pas qu'elle est en bout de course. Non, au contraire, je m'en saisis, je la révèle et je la re-questionne. Voilà, comment on les re-questionne. Ce qui est intéressant, là, c'était pour moi là, hein, merci si vous trouvez effectivement aussi que c'est intéressant, c'est de dire cet invisible, on va aussi aller le chercher à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on creuse un petit peu plus profondément le puits pour aller chercher la raison d'être personnelle, parce qu'en fait, les raisons d'être, et c'est nouveau, ça aussi, ça y participe, c'est nouveau l'intégration de la raison d'être dans la définition de l'entreprise et l'obligation qui est faite maintenant aux entreprises d'inscrire leur raison d'être dans leur statut. La raison d'être, elle va être directement liée ou intimement liée à la raison d'être des fondateurs, à la raison d'être de ceux, et on va retrouver ce lien entre le je et le nous, Oui. entre le visible et Est-ce l'invisible. est-ce qu'il n'y a pas un risque de manipulation des individus? Alors, dans votre question, j'entends que oui. Il est partout le risque. Absolument, mais je pense qu'il est dans la culture, il est dans les relations interpersonnelles. Au début, dans les entreprises, si vous êtes plutôt de ma génération, vous vous en souvenez, quand la PNL, on a commencé à utiliser des outils comme la PNL pour le management ou l'analyse transactionnelle, il y a eu et à juste titre, hein, il y a ah, attention, c'est fait pour manipuler. Et ça peut un outil, tout dépend comment on s'en sert. Donc, soit l'intention est de manipuler, après tout, ça peut marcher, soit Mmh. l'intention est de faire en sorte qu'on tire le meilleur de nous-mêmes en étant bien. Donc, moi, je crois beaucoup, ceci dit, au discernement personnel et à la capacité que nous avons les uns et les autres à savoir ce qui est bon pour nous et à accepter ou pas ce que le système nous propose et à identifier notre degré de compromis par rapport entre notre idéal personnel et ce que nous proposent nos systèmes. Je crois qu'on est assez mature pour savoir jusqu'où on est prêt à aller ou pas aller. Mmh. Et je crois qu'on est de plus en plus mature en plus. Je crois beaucoup à ça, mais je peux me tromper, hein. Je me permets, Laurence, vous m'entendez? Oui, oui, Oui. oui, oui, Ouais. oui. Ouais, Laurence, en fait, oui, alors j'ai entendu le mot manipulation, mais de toute façon, on est à partir du moment où il y a un groupe humain qui est en interaction, il y a des influences. Et on peut penser que les influences, sont soit favorables ou défavorables, et la manipulation, elle va être liée à une influence avec une intention d'être, enfin, une intention propre. Mais moi, je voulais réagir plutôt sur l'organigramme, qui est une vision assez mécaniste qu'on voit dans le cadran en haut à droite, hein, presque taylorienne de l'organisation. Et puis le sociogramme en bas, quasiment dans les organisations, on dit bah, il y a le pouvoir dans l'organigramme, et puis se développe à côté un sociogramme avec des influences. Est-ce que c'est pas ça dont il s'agit un peu quand on regarde le cadran haut et le cadran bas, tous les liens qui vont se créer, biologiques, informels, invisibles, et qui vont faire que ça crée une culture. Absolument, on peut le voir. Je suis d'accord, bien sûr, Ah, parce j'ai que pensé à ça, je ne sais pas si c'était mais correct, merci, mais merci de ce regard-là. Il est très imparfait. En fait, ce que je vous propose maintenant, c'est d'entrer dans le cercle rouge. d'accord. Pour aller, alors pas pour dire que seules les relations qui sont là, les reliances qui sont là sont intéressantes, hein. C'est juste celles qu'on voit émerger dans le champ collectif. Bien sûr, toutes les autres sont fondamentales. En fait, on est comme des musiciens qui jouent de plusieurs instruments à la fois, hein, quand on est en situation professionnelle. Voilà, alors ce schéma pour vous dire que la reliance est partout et elle nous invite à devenir
des jardiniers du lien, de la relation, que ce lien soit plus ou moins visible, on devient des jardiniers de la relation. Pour le périmètre qui m'intéresse, le psychosocial, on va dire, on a des techniques qui nous aident à ça, comme la CNV, qui est très utilisée à la fois dans les entreprises et dans le champ citoyen associatif, l'analyse transactionnelle, qui après avoir été décriée, comme je le disais, à retrouver des lettres de noblesse, et parce qu'il y a une utilité, et l'analyse transactionnelle, ce n'est que de la reliance. Transaction, c'est que de la reliance. L'écologie relationnelle de Jacques Salomé, si vous vous souvenez, quand Jacques Salomé il faisait ses premières grandes conférences il y a peut-être 30 ans, pour montrer la reliance. Alors, il avait énormément de succès, il y avait des centaines de personnes qui venaient le voir, il faisait un peu des shows à l'américaine, et pour symboliser la reliance, il invitait des personnes à monter sur scène, il leur donnait un bout de la corde, d'autres bouts de la corde, et il expliquait la reliance et ces phénomènes de manipulation, d'influence. À partir de sa corde, il expliquait comment on pouvait être pris dans la relation, comment on pouvait se dégager de la relation. Voilà, il nous invitait à travailler sur la reliance. La reliance, elle est aussi plus large avec l'éco-psychologie et le travail qui relie de Joanna Macy. Joanna Macy, c'est une activiste américaine, et son travail a de plus en plus d'écho dans la société, les associations, mais aussi dans l'entreprise. Son travail, il invite à relier la nature extérieure à notre propre nature. Donc, on travaille toujours là sur la reliance. Puis, il y a bien sûr, dans l'entreprise, toutes les techniques d'animation et de régulation. Moi, je suis très reconnaissante de l'entreprise parce que sur tous les sujets de connaissance de soi, de relations interpersonnelles, de compréhension du monde, il y a dans les années 80, c'était les sciences de la complexité. L'entreprise formalise et nous forme et nous sensibilise à énormément de sujets. Et toutes ces pratiques-là, elles s'en est à des degrés différents, plus ou moins emparées, ce qui lui permet de… En fait, elle fait œuvre d'éducation, de formation. Dans le champ éducatif, on n'est pas formé à cela. Hein. À l'école, on n'apprend pas les relations humaines, on n'apprend pas la reliance, comme si c'était évident qu'on allait être en reliance. Ben non, ce n'est pas évident. Quand on est prof, de moins en moins, on l'apprend dans les formations préparatoires. Quand on est médecin, on n'apprend pas la notion de reliance. C'est un parent pauvre. Hein. La reliance, c'est encore un parent pauvre. Voilà. Et à titre personnel, moi, je l'avais travaillé sous l'angle transformation personnelle, transformation sociale. Pour le plaisir, citation d'Edgar Morin, la réforme de la pensée est aussi une réforme de l'esprit qui nécessite une réforme de l'être et donc une auto-réforme. Et on voit là le lien qui réapparaît entre les différents champs de la reliance et la reliance intérieure. Voilà, alors, hop, la reliance, hop, voilà. Là, c'était pour le plaisir de la photo et pour le plaisir de William Reich. William Reich, qui est un psychologue du siècle dernier, du début du siècle dernier. Et c'est juste pour cette citation que j'utilise souvent. C'est parce que tu rejettes ta responsabilité que ta maison est construite sur du sable. Il faut construire ta maison sur du rocher. Ce rocher, c'est ta propre nature que tu as tuée en toi. Et quelque part, l'invitation qui nous est faite avec la notion de reliance, c'est d'aller chercher la stabilité, non pas en nous accrochant au système à l'extérieur de nous, mais d'aller chercher la stabilité intérieure. L'idée, c'est de dire demain, les systèmes que nous allons créer, si nous voulons que ce soit des systèmes épanouissants hein, pour les personnes, les humains, bien sûr. La stabilité des systèmes que nous allons créer va en premier lieu dépendre de nos stabilités intérieures. Parce que ces systèmes sont mouvants, parce que ces systèmes sont résilients, parce que ces systèmes sont mobiles. Donc, c'est pas les pyramides et les hiérarchies d'hier, c'est autre chose. Donc, c'est pas eux qui vont nous apporter la stabilité. La stabilité, on peut la trouver qu'en nous. Et c'est à partir de nous qu'on va pouvoir ensemble imaginer des systèmes le plus stables possible, bien sûr, et qui feront sens. Voilà, c'est tout le principe de la pyramide, du passage de la pyramide au réseau, si on caricature. Qui suis-je? Donc, du coup, entrons dans la propre nature, nous dit William Reich. Mais c'est quoi? Je propose, je l'ai modélisé comme ça, alors c'est un très ancien modèle qui est de plus en plus repris là aussi. Moi, ça fait 20 ans que j'utilise ce modèle-là. On voit qu'il est de plus en plus repris dans les propositions et dans la manière de théoriser le management, de théoriser les relations professionnelles. Les 5 dimensions de l'être humain,
En fait, nos reliances avec nous-mêmes et avec l'autre, elles vont pouvoir être sur ces 5 dimensions. La dimension intellectuelle, et là, il y a de l'invisible aussi, hein, et c'est comment on gère les reliances invisibles de l'ordre intellectuel, de l'ordre de la pensée. On a du travail à faire encore, comment on débat, comment on gère les désaccords féconds, on dirait, la pensée complexe, comment on gère les contradictions, comment on travaille sur l'éthique du débat. Voilà, là, on a des axes de travail en termes de reliance relevant de l'intellect. Là, il y a la reliance physique. La reliance, alors la reliance physique, c'est pas tellement à l'autre, mais la reliance à l'environnement, la reliance au bien-être. Là encore, ça commence à entrer dans l'entreprise. Quand dans l'entreprise, on fait des massages, par exemple, on propose aux salariés des massages, 10 minutes de massage sur votre poste de travail, c'est qu'on sent bien que cette dimension physique, elle est importante. Sur la dimension physique, et nous, en tant que capteurs de l'environnement, on a encore certainement, évidemment, du travail à faire en termes de reliance. La dimension émotionnelle, celle-là, elle a été beaucoup travaillée. Je citais la CNV, l'analyse transactionnelle, la PNL. Elle a été beaucoup travaillée. Certainement, nous avons encore du travail à faire, mais disons que les dimensions intellectuelles, physiques, émotionnelles, on a appris à les apprivoiser pour nous-mêmes et dans la relation à l'autre et aux autres. Une qui émerge aujourd'hui, c'est donc la dimension spirituelle. Je n'en fais pas, je ne la mets pas en premier, mais j'en parle là en l'occurrence parce qu'elle a été très longtemps, celle-là, étouffée au motif peut-être judicieux à l'époque qu'elle relevait de nos vies intimes. Sauf que cette dimension réapparaît aujourd'hui comme étant la dimension des valeurs, la dimension du sens. Et ce sens, aujourd'hui, on nous a tellement dit que change management, change management, change management, transformation, transformation, transformation. Maintenant, la question du sens, elle se repose. Ouais, mais on veut bien changer, 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 mais on court pourquoi en fait? On court après quoi? Donc, ça pose la question du sens. Et la question du sens du changement du mouvement, ça va poser la question de la vie. Et la question de la vie, ça va poser la question de c'est quoi la vie? Et ça va donc poser la question du souffle vital. Et la question du souffle vital, c'est la question spirituelle. Cette dimension spirituelle s'invite dans l'entreprise, et je recite ce que je disais tout à l'heure, la méditation de pleine conscience, c'est un travail qui reconnaît cette dimension spirituelle. Moi, je ne fais pas que ça, hein. Enfin, je ne suggère pas de travailler que sur elle, mais sur nos 4 dimensions, et quand on travaille sur les 4 dimensions en interaction, on entre dans la 5e dimension, et qui, elle, va nous poser d'autres questions, parce que cette 5e dimension, qui est la dimension de la méditation où on se sent complètement apaisé, où on se sent faire partie d'un tout, cette dimension de reliance intérieure et extérieure, elle nous fait entrer dans la 5e dimension. Et cette dimension nous pose d'autres questions, c'est la question de notre conscience et de la conscience. La spiritualité, elle pose la question du sens, spiritus, le souffle, la vie. Ouais. Et hop, quand on s'amuse à danser, à faire danser en nous-mêmes nos 4 dimensions et dans la relation à l'autre, là, on rentre dans la dimension holistique. Et là, on dit non, mais n'importe quoi, tout ça, ça ne va pas rentrer dans notre vie professionnelle, sociale. Ben, ça commence à entrer, si, ces questions-là, elles se posent dans les coachings individuels et collectifs, on parle de ça. Et à titre d'exemple, je mets là un ouvrage qui va sortir au mois de juin, le leadership spirituel en pratique. C'est un ouvrage qui est coordonné par Catherine Voynet. Alors, pour ne pas me tromper dans son titre, là, je l'ai écrit, elle est maître de conférence à l'Université Panthéon-Assas, Paris 2, et directrice du Master exécutif au CIFOP, et responsable du laboratoire Management et Spiritualité. Et c'est dans le cadre, donc là, on a la caution académique, c'est un espace de réflexion. On a la caution académique universitaire, et il y a dans cet espace-là une réflexion sur le management et la spiritualité. Le leadership spirituel en pratique, j'ai eu le plaisir d'y collaborer avec ce modèle-là, où j'explique ce que, selon moi, en tout cas, je livre ça pour inspiration, ce qu'est le fait de gouverner en 5 dimensions. Dans la conscience qu'on a une dimension intellectuelle, dans sa conscience qu'on a un corps et qu'il faut en prendre soin, le veiller à ce qu'il soit serein et en équilibre. Une dimension émotionnelle, il nous appartient de gérer nos émotions en nous-mêmes et dans la relation à l'autre. Que nous avons aussi, nous sommes porteurs d'une dimension spirituelle, chacun l'aborde comme il veut, mais cette dimension existe ne serait-ce que parce que nous sommes dépositaires de ce mystère qu'on appelle le souffle de vie, et que tout ça s'inscrit dans quelque chose de plus large qui est de l'ordre de la reliance de la dimension holistique. Voilà. Quand on a conscience de tout ça, qu'est-ce que ça change dans nos manières de voir le présent, d'imaginer le futur,
d'imaginer ce que c'est une communauté humaine qui bosse ensemble, d'imaginer ce que c'est le progrès, la notion de progrès. Est-ce que le progrès, il est quantitatif? Est-ce que le progrès, il est financier? Est-ce que le progrès, il est aussi humain et écologique? Et du coup, ces questions-là entrent aujourd'hui de plus en plus seulement au niveau des dirigeants, équipes de direction, qui depuis longtemps eux, ont des universités d'entreprise qui les sensibilisent à ces sujets, mais entrent aussi au niveau du management, avec cette invitation qui est de dire le système, demain, il ne répondra pas à toutes les questions. En revanche, pour toi, le système, il peut être épanouissant. Il sera épanouissant à condition que tu aies trouvé en toi ta propre stabilité et que tu saches toi-même te gouverner. Donc, c'est à la fois une promesse d'ouverture et de rayonnement, c'est une exigence qui invite à trouver sa stabilité en soi, donc qui invite à travailler sur soi. J'aurais une petite question, Laurence. Et après, j'ai presque fini parce Oui, que je ne présenterai pas le dernier, je finirai juste oui. sur cette idée-là. Sur Merci. tu parles de stabilité, tu parles d'équilibre. On Ce n'est voit pas la qu'on même chose d'ailleurs, tu as raison de le faire oui, remarquer. oui. Et on voit qu'on a au moins 4, voire 5 dimensions. Comment arriver à trouver un ancrage, à trouver une stabilité quand on a autant de dimensions? Comment faire en sorte qu'on soit aligné finalement? Hein, c'est pas si simple, on peut le dire Pas si facilement. simple. Euh, Mais ah oui, après, c'est du travail sur soi. Si on prend l'analyse transactionnelle, c'est un modèle de circulation de l'énergie, c'est un modèle de psychothérapie, mais de circulation, il y a l'énergie dans l'état du moi parent, il y a l'énergie dans l'état du moi adulte, l'énergie dans l'état du moi enfant. Et le travail, quand on fait un travail en analyse transactionnelle, l'idée, ça va être de remettre ces énergies au bon endroit et faire en sorte qu'elles ne se parasitent pas les unes les autres. Donc, c'est une autre manière de dire conscientisons, de dire ce que je suis en train de dire, conscientisons nos énergies. Et l'analyse transactionnelle dit il faut décontaminer nos adultes. Nos adultes, ce n'est pas des ordinateurs froids. Hein. Nos adultes, ils pensent, ils ressentent, ils se questionnent sur le sens, mais nos adultes, parce que justement, on ne nous a pas appris tout ça, parce qu'on ne nous a pas formés à tout ça, ils ont été contaminés par ce qu'on a gardé des modèles parentaux ou des modèles de société. Donc, on a introjecté des croyances, des manières de faire et d'être qui ne nous appartiennent pas, et on a gardé des émotions de nos postures d'enfant ou de ce qu'on a cru qu'était l'enfant. Et donc, nos adultes, ils sont décontaminés. Et Eric Berne disait, le travail, c'est de décontaminer son adulte. Alors, comment on fait? Certains vont faire des thérapies, certains vont aller faire de l'art parce que ça les éclate et ça les libère d'aller faire de l'art ou de la danse. Enfin, chacun trouve sa méthode pour trouver la manière de se sentir mieux. Et voilà. Et Eric Berne, il disait, quand on a réussi à décontaminer l'adulte, donc lui, il le proposait en thérapie, à ce moment-là, il observait que naturellement, la personne qu'il avait devant lui, qu'il avait accompagnée, s'ouvrait à une dimension plus large et se sentait naturellement reliée à quelque chose de plus grand que lui et se sentait relié aux autres, se sentait relié au monde et se sentait relié à tout et au tout. Donc, on entrait à ce moment-là dans la reliance, parce que je parle toujours de reliance, bien sûr. Hein. Là, c'est travailler sur sa reliance intérieure pour, hop, vibratoirement ressentir la reliance extérieure. Certains vont aller faire des retraites méditatives pour faire ça. Enfin, chacun choisit, il n'y a pas de bon chemin. Et le tout, c'est de le faire aussi dans le plaisir, même si par moment, quand on bute sur une émotion, ça ne fait pas toujours plaisir sur le chemin, par exemple. Mais il y a tout plein de chemins, enfin, je crois qu'il y a autant de chemins que d'êtres humains, pour trouver cet alignement. Cet alignement, on va le retrouver c'est la même invitation que dans la communication non violente, où on a la tête, le cœur et les besoins, qui revient à l'alignement cœur-corps-esprit quelque part. Donc, toutes ces approches qui ne sont pas des obligations, qui sont des invitations, nous invitent à la même chose. Elles nous invitent, si on le veut, aucune obligation, mais elles nous invitent, j'essaie de retrouver, voilà, quelque part, et on n'est pas obligé de méditer, et ma titre personnelle, je ne médite pas comme ça, mais à retrouver cette connexion intérieure qui nous renvoie à la connexion extérieure. Voilà. Et puis juste, Eric, si j'ai répondu, je vais finir sur ce transparent parce qu'après, ça nous amènerait trop loin. Mais, vous voyez, j'ai trop chargé ma valise, je crois. Ce qui se passe, selon moi, de là où j'observe, hein, parce que
J'ai beaucoup parlé au début d'Edgar Morin, la pensée complexe, la transdisciplinarité, et je remercie tous ces chercheurs et toutes ces chercheuses. C'était une génération où il y avait plutôt des chercheurs qui nous ont appris ça. Après, il y a eu tous les tâches de la réflexion sur la coévolution, sur tous ces systèmes, les écosystèmes. Donc, c'était une autre manière, hein, plus inspirée de la biologie. Et on a un étage, mais tout ça s'imbrique aujourd'hui, qui est en train d'être exploré et de s'ouvrir, qui est l'étage de la reliance invisible vibratoire, de la conscience que tout est relié. C'est une révolution, c'est une évolution, on pourrait dire une révolution ontologique. J'aime bien le mot ontologique parce que c'est le mot de l'être. C'est une révolution qui nous invite à nous interroger sur nous et sur qui on est. Et c'est aussi une révolution scientifique. Voilà, c'est sur cette idée que je voudrais finir. Cette révolution scientifique, elle est portée par le courant qu'on appelle science post-matérialiste, scientifique post-matérialiste, qui requestionne en fait l'être humain, le réel. Hein. Alors il y a le quantique, le réel déjà, il requestionne le réel et l'infiniment petit et ce qu'est la matière. Et à titre des humains que nous sommes, il requestionne la conscience. En France, on va trouver Olivier Chambon. En chef de file du courant post-matérialiste, on va trouver Mario Beauregard, qui est un neurobiologiste à la base. Et qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils disent, ouais, mais il faut qu'on se réinterroge sur la conscience. Le modèle matérialiste nous a dit que c'était nous qui contrôlions, et puis on est les plus avancés dans la théorie de l'évolution, et puis on a une conscience qui est née, et puis voilà, notre conscience nous fait de nous la pointe la plus avancée de l'évolution du vivant. Et ces scientifiques post-matérialistes, ils disent, peut-être on s'est trompé de modèle, et peut-être il faudrait changer, parce que nos observations des phénomènes vivants, notamment des phénomènes de télépathie ou de NDE ou de tout ce que la science matérialiste appelle le paranormal, toutes ces observations-là nous disent que ouais, peut-être que ce n'est pas nous qui produisons la conscience et que la conscience préexiste à la conscience que nous avons de nous sur la Terre. En d'autres termes, nous baignons dans un champ de conscience. Et ce champ de conscience a pour particularité de nous relier tous les uns les autres. Donc quand on parle de la reliance, on entre dans cette reliance-là. C'est vrai pour l'homme, c'est vrai aussi pour la nature, les sciences de la nature, et vous connaissez peut-être, on peut citer les travaux fabuleux, enfin passionnants, de Philippe Guillemant pour la France, ou Amit Goswami, qui est indien et qui a beaucoup travaillé aux États-Unis, et qui lui parle de conscience quantique. Prenons conscience de notre conscience quantique. Notre conscience, elle est reliée au tout, et à travers nos pensées, nos intentions, bref, nous sommes créateurs du réel. Nous sommes créateurs du réel, et si nous sommes créateurs du réel, comment est-ce qu'on va s'emparer de conscientiser et s'emparer de cette compétence dans nos manières de faire système ensemble, dans nos manières de faire société ensemble. Donc là, c'est vraiment une révolution ontologique et scientifique, et c'est énorme, hein, ce qui se passe en ce moment dans ce courant qui, bien sûr, compte tenu de l'histoire matérialiste et reste encore marginal, mais qui avance à la vitesse grand V, parce qu'en fait, il rencontre les intuitions que nous pouvons avoir en tant qu'humains citoyens qui nous questionnons, ou nos expériences de vie. Et bien sûr, du point de vue du management, cette reliance-là, qui résulte d'une révolution, elle va nous poser la question du contrôle. Mais en fait, je contrôle quoi? Et avec quel outil personnel? Parce que si tout est relié et que mes pensées sont créatrices, waouh, je contrôle quoi? Et elle nous pose la question du pouvoir, question clé, forcément clé dans l'institution, dans l'entreprise. Comment j'exerce le pouvoir et qu'est-ce que le pouvoir? Alors, on voit bien émerger les nouveaux modèles de pouvoir, mais là, on les voit encore plus émerger. Et peut-être faudra-t-il re-questionner la question de pouvoir et être clair sur le choix qu'on fait entre le pouvoir captateur et le pouvoir créateur, typologie que j'emprunte au philosophe et économiste Patrick Vivray. Le pouvoir captateur, c'est le pouvoir sur la nature, le pouvoir sur le système, le pouvoir sur les autres, le pouvoir sur l'équipe. J'ai le pouvoir sur et je prends pour moi, ou le pouvoir créateur, compte tenu de tout cet environnement de reliance en nous et autour de nous. Comment est-ce qu'on en prend plus conscience pour être les créateurs? Et à ce moment-là, on n'appelle pas le pouvoir sur, mais on a le pouvoir de créer ensemble une autre réalité. Ça peut paraître éloigné, mais à l'heure de l'ordinateur quantique, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure de toutes ces nouvelles choses, ces questions-là se posent avec une grande acuité et elles réinterrogent par rapport à la technologie
notre propre technologie intérieure, biologique et ontologique. Nous aussi, nous sommes capables de développer notre propre intelligence, non pas artificielle, mais l'intelligence de la reliance, et elle peut nous amener loin si on prend le temps de l'explorer. Voilà, je vais m'arrêter là parce que si ce sera trop, et j'espère, mais alors moi j'ai parlé devant mon ordinateur et mes visuels, j'espère que ça vous a intéressé. Merci. Un grand merci Laurence. Merci Laurence.